Tout de suite sur Bossolo TV. La grande édition du journal. Le porte-parole militaire du mouvement rebelle AFC M23 Willy Ngoma n'est plus. Il a été tué ce mardi lors d'une frappe de drone attribuée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Alors que la frappe avait visé une position près de la zone minière des Rubaya, on confirme également la mort de plusieurs cadres de l'AFC M23. Du haut de la tribune du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, la patronne de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayi Kwamba, a balayé les arguments de Kigali qui occupe illégalement les territoires congolais pour ces raisons de sécurité. Kinshasa assume pleinement la protection de toutes ces communautés sans aucune discrimination. Et en Afrique, les tensions entre l'Éthiopie et l'Érythrée sont visibles. Les deux armées risquent de s'affronter alors que les accusations mutuelles gagnent du terrain. Addis Abeba accuse Asmara de soutenir le groupe rebelle qui combat l'armée fédérale dans la région d'Amara, parlant d'actes d'agression. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les sommaires. Les développements, c'est dans ce journal. Vous nous suivez en direct de Bossolo Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal. Le président français Emmanuel Macron doit s'entretenir le mercredi à Paris avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi dans un contexte marqué par les efforts diplomatiques en cours autour de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. Déjà en date du 14 février, la France avait salué l'accord de Félix Tshisekedi pour mettre en œuvre un cessez-le-feu tel que proposé par l'Angola à l'ensemble des parties belligérantes dans la région des Grands Lacs. Paris avait également souligné l'importance de la mise en œuvre de l'accord de Washington du 4 décembre 2025 dans toutes ses dimensions et a appelé toutes les parties à respecter leurs engagements. La diplomatie française avait affirmé rester pleinement mobilisée afin que la dynamique de paix portée par ces accords, l'accord cadre de Doha du 15 novembre et l'action de l'Union africaine se traduisent par des améliorations tangibles et rapides de conditions de vie des populations de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est un coup dur pour la rébellion dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le lieutenant-colonel Willy Ngoma, porte-parole militaire de l'AFC M23, a été tué dans la matinée du 23 au 24 février 2026 lors d'une frappe des drones attribués au FARDC. L'attaque aurait également fait plusieurs victimes dans les rangs rebelles, voire d'autres hauts responsables, bien que la vérité soit encore cachée jusque-là. Les détails dans ce commentaire de Ben Israël Toumba. Don't joke. Move, quickly. Quickly. Selon un haut cadre de la direction de l'AFC M23, le lieutenant-colonel Willy Ngoma a été tué vers 2h du matin lors d'une frappe de drones visant un convoi de ces mouvements rebelles. L'attaque est survenue près de la cité minière de Rubaya, dans les territoires de Massissi au nord Kivu. Elle est attribuée aux forces armées de la République démocratique du Congo. D'après les mêmes sources, plusieurs généraux et combattants auraient également péri dans cette frappe. Le chef militaire rebelle Sultani Makenga aurait été grièvement blessé, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été donnée par ce mouvement. Cette frappe intervient dans un contexte de forte escalade. Fin janvier, l'AFC M23 revendiquait une attaque contre l'aéroport de Bangoka à Kisangani, affirmant avoir détruit un centre de drones. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23, porte à la connaissance de l'opinion publique qu'elle a procédé entre le samedi 31 janvier et le dimanche 1er février à la destruction du centre de commandement des drones militaires installés à l'aéroport
de Kisangani. Plus de 2 mois plus tard, la situation semble évoluer. Très actif dans les offensives menées de Goma à Bukavu en passant par Uvira, Willy Ngoma était devenu l'une des figures médiatiques les plus visibles du mouvement. Il multipliait les déclarations affirmant la supériorité militaire de la rébellion et sa détermination à marcher sur Kinshasa. Alors, ceux qui vont rester avec nous, ils verront l'armée, une différence entre l'armée de Tshisekedi, qui est lui-même appelé l'armée des clochards, où les militaires ne sont pas bien payés, ne pas bien dotés. En tout cas, ils vont voir que notre armée, c'est une armée professionnelle. Considéré comme proche de Corneille Nangaa, coordonnateur politique de l'AFSM 23, Willy Ngoma jouait un rôle central dans la communication et la stratégie militaire du mouvement. Sa disparition constitue un coup dur pour la rébellion à un moment charnière du conflit dans l'est du pays. À ce stade, aucune communication officielle de la part des FARDC n'a été faite jusqu'à présent. L'évolution de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu reste à suivre dans les heures prochaines. Et la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la conférence internationale sur la région des Grands Lacs ont annoncé les déploiements d'une mission conjointe d'évaluation exploratoire et préliminaire à Uvira dans la province du Sud Kivu du 23 au 27 février 2026. Cette initiative fait suite aux consultations avec le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CIRGEL, Félix Tshisekedi. Cette mission constitue un prélude essentiel au déploiement futur du mécanisme conjoint de suivi du cessez-le-feu dans les cadres de l'architecture des cessez-le-feu établis. Selon les deux entités, l'objectif principal est d'ordre opérationnel, s'assurer que les futurs efforts de suivi et de vérification soient crédibles, sûrs et réalisables sur le plan opérationnel. Cette initiative vise à préparer le terrain en évaluant l'accessibilité, la sécurité, la logistique ainsi que les besoins en matière d'engagement afin de garantir le fonctionnement efficace du mécanisme. Au cours de ces déploiements, l'équipe conjointe mènera une évaluation approfondie des conditions politiques, sécuritaires, logistiques et socio-environnementales à Uvira et dans ses environs en vue d'orienter une planification globale et cohérente. Après plus de 2 semaines, 2 mois plus tôt, de fermeture due à l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, la RDC et le Burundi ont rouvert depuis lundi 23 février 2026 leur poste frontalier. Cette décision a été accueillie avec soulagement par les populations riveraines, notamment à Uvira, où la vie économique dépend largement des échanges transfrontaliers. C'est un commentaire d'Esther Mbombo. La partie orientale de la République démocratique du Congo est confrontée à des multiples attaques de groupes armés locaux et étrangers. Cette situation est à la base des déplacements massifs vers d'autres pays, notamment les Burundi, dont la frontière est plus proche de la ville d'Uvira. Au poste frontalier des Kanvivira, reliant la ville d'Uvira à Gatumba, au Burundi, les activités ont progressivement repris après plusieurs semaines de fermeture. Cette suspension du passage a fortement perturbé la vie économique et locale de cette ville, siège provisoire des activités provinciales. Uvira, largement dépendante du commerce frontalier, a connu une baisse significative des échanges commerciaux, entraînant une hausse des prix des produits de première nécessité, ainsi que les difficultés d'approvisionnement sur les marchés locaux. La décision de fermeture faisait suite à la crise sécuritaire dans la région, marquée par la présence de groupes armés et des affrontements enregistrés dans l'est de la RDC. Les autorités burundaises avaient alors invoqué les raisons sécuritaires pour suspendre les mouvements des personnes et des marchandises à la frontière. Durant cette période, plusieurs activités des commerçants, transporteurs et travailleurs frontaliers ont été paralysées, affectant directement les revenus des nombreuses familles vivant du petit commerce entre les deux pays. La réouverture intervient après une amélioration relative du climat sécuritaire dans la zone. Elle suscite un soulagement chez les populations locales qui espèrent un retour progressif à la normalité économique et sociale.
La reprise des échanges entre la RDC et les Burundi permettra de relancer progressivement des activités commerciales, de stabiliser des prix sur le marché et de faciliter la circulation des personnes entre les deux pays, un élément essentiel pour la dynamique économique de la région des Grands Lacs. Je l'avais annoncé au sommaire à Genève lors du segment des hauts niveaux de la 61e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a rejeté les prétextes avancés par le Rwanda pour justifier l'occupation illégale du territoire congolais. Dans son discours, la chef de la diplomatie congolaise a rappelé que la RDC assume pleinement la protection de toutes ses communautés et a rejeté l'argument selon lequel la défense d'une communauté pourrait légitimer une occupation illégale ou des violations graves du droit international. La ministre a mis en lumière les conséquences dramatiques des violences dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu où les exactions de l'AFC M23 appuyées par les forces de défense rwandaises ont provoqué plus de 15 000 morts, des centaines d'enlèvements et près de 8 millions de déplacés. Elle a également dénoncé l'utilisation des violences sexuelles comme arme de guerre, rappelant qu'une femme est violée toutes les 4 minutes dans ces zones. Thérèse Kayikwamba a martelé sur la nécessité de renforcer le multilatéralisme et de préserver l'autorité des mécanismes internationaux de protection des droits humains. Alors que la tenue d'un dialogue national inclusif devient un impératif, les acteurs se divergent. Il en est de même pour des religieux, toutes tendances confondues. La SYNCO multiplie plusieurs sorties afin de se racheter au sein de l'opinion publique. Par contre, l'Église des Réveils du Congo demeure dans sa posture de défendre le pays face à l'agression rwandaise. Suivez le commentaire de Jude Kalombo rendu pour vous par Esther Yamoumé. Si les divergences persistent chez les politiques, la même observation est perceptible chez les religieux. Cependant, la question patriotique est au cœur de cette fissure. Le catholique se réclame de l'Église au milieu du village, celle qui se positionne aux côtés des faibles, même en temps de guerre. Mais ce n'est pas le cas au sein de différentes confessions religieuses. Ici, les idées sont autres. La patrie au-dessus de toute autre considération. Concernant l'insécurité qui prévaut dans l'est du pays, la SYNCO a clairement exprimé sa position. Ces qui tuent, ce ne sont pas seulement le M23, mais aussi le FARDC, disait Monseigneur Donatien Cholet. Un discours insupportable pour l'Église du Christ au Congo. Le concept du secrétaire de la SYNCO ne passe pas. Pour Ejibaya Mampia, le Rwanda, allié de la FCM23, tue et la RDC se défend. La feuille de route commune qui devrait être mise en place et présentée au chef de l'État divise le religieux. La SYNCO persiste et maintient sa position sur le pacte social pour la paix, tandis que de l'autre côté, au sein de la confession religieuse, seule la paix et la réconciliation sont au centre du débat. Chacune des parties défend son propre cahier de charges. La pression monte au sein de l'opinion publique et la SYNCO se voit discréditée. Cependant, elle souhaite rester médiateur. Un discours de rédemption a été prononcé par l'archevêque de Lubumbashi, Fulgence Muteba, qui a nommé le Rwanda d'être derrière le M23. S'agit-il d'un rétropédalage? L'opinion s'interroge. La SYNCO ne s'arrête pas. Elle se justifie en affirmant qu'elle a été la première église à dénoncer l'agression rwandaise. Certains s'interrogent sur toutes ces précisions, mais aucune réponse n'est fournie. S'agit-il d'un changement de paradigme alors que la situation sur le front de combat évolue? La SYNCO voit-elle sa crédibilité jetée aux oubliettes? Aucune confession religieuse n'a reçu le mandat d'être médiateur jusqu'à présent. C'est la position de l'archevêque Ejibaya Mampia qui vient révolter la SYNCO. La guerre entre les confessions religieuses concernant la crise sécuritaire demeure longue. Seule l'institution président reste l'unique à pouvoir trancher les dossiers.
Et le tribunal des grandes instances d'Écologie s'est prononcé lundi 23 février en soirée dans l'affaire des viols collectifs perpétrés le 28 décembre 2025 au quartier Golf Istem à Kolwezi. Au terme d'une audience tenue en procédure des flagrances, 9 des 10 prévenus ont été reconnus coupables et condamnés à la peine capitale assortie des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la victime. Les détails en commentaire. Une audience foraine s'est tenue à la grande place de la Poste en présence du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Roy Kaumba Mayonde Philippe, du premier président de la Cour d'appel du Lualaba, du procureur général, ainsi que de la population venue assister à ces procès publics. 10 prévenus étaient poursuivis pour viol collectif sur la nommée Kayumba Nsenga Deborah et pour association des malfaiteurs. Les faits ont été commis le 28 décembre 2025 du côté bypass. Des images relatives à ces faits ont circulé sur les réseaux sociaux. Les tribunaux des grandes instances de Kolwezi statuant en procédure de flagrance en matière pénale après instruction des dossiers réquisitoires du ministère public a rendu son jugement sur les bancs le lundi 23 février 2026. 9 des 10 prévenus ont été déclarés coupables d'association des malfaiteurs et viol collectif commis sur la victime, tandis que l'un de ces derniers a été déféré devant son juge naturel pour cause des minorités d'âge. En conséquence, ils ont été condamnés à la peine de mort et au paiement des dommages et intérêts en faveur de la victime en réparation du préjudice subi. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Roy Kaumba Mayonde Philippe, présent à cette audience en flagrance, a indiqué que ces procès constituent un signal destiné à décourager de tels actes, lesquels ont été condamnés par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Nous sommes très choqués, le gouvernement provincial ainsi que notre gouverneur de province, Mama Fifi, de vivre des choses inouïes que nous avons vécues ici avec ces jeunes gens. Il est de bonne loi que nous puissions hausser les tons et donner l'exemple à tous ceux qui suivront ces procès pour que ces genres de bêtises ne se répètent plus. Cette audience foraine en flagrance s'est tenue quelques jours après la présentation des 10 prévenus à la gouverneure Fifi Masuka Saini par les services de sécurité. D'une province à une autre, le gouvernement congolais a lancé la construction des cliniques universitaires de l'Université Congo. Un projet ambitieux destiné à renforcer l'accès aux soins, la formation médicale et la recherche scientifique en République démocratique du Congo. Une initiative présentée comme un pas décisif vers la souveraineté sanitaire nationale. Images et commentaires. À Mbanza-Ngungu, dans la province du Congo central, un tournant majeur vient d'être amorcé dans les secteurs de la santé. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Samuel Roger Kamba, a procédé à la pose de la première pierre des cliniques universitaires de l'Université Congo, un projet structurant appelé à transformer durablement les paysages sanitaires congolais. Dans son intervention, le ministre a salué un événement historique, symbole d'une refondation du système de santé et d'éducation en RDC. Pour lui, cette initiative matérialise la volonté politique des autorités de doter les pays d'infrastructures modernes capables de répondre efficacement aux besoins croissants des populations. Les membres du gouvernement ont rendu un hommage appuyé au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dont la vision, notamment à travers la couverture santé universelle, vise à garantir à chaque Congolais un accès équitable à des soins de qualité. Il a également salué le leadership de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, pour son engagement en faveur du renforcement du capital humain. Selon les explications fournies, ces cliniques universitaires permettront non seulement d'améliorer la prise en charge des patients, en particulier les victimes d'accidents, mais aussi de renforcer la formation pratique des futurs médecins et professionnels de santé.
L'accent sera également mis sur la recherche scientifique et pharmaceutique. Au-delà de l'infrastructure, la mobilisation des autorités académiques, des notables, des chefs traditionnels et des étudiants témoigne d'une adhésion collective à cette vision. Avec cette première pierre, l'Université Congo pose les bases d'un avenir sanitaire plus solide, plus autonome et résolument tourné vers le développement durable du pays. Autre chose, dans ce journal spécialisé dans l'expérience client, l'entreprise d'IRC Pionnière franchit une nouvelle étape stratégique en scellant un partenariat avec l'Institut international de l'expérience client. Une collaboration qui vise à hisser les standards de l'expérience client en République démocratique du Congo au niveau international. Les détails de ce commentaire de Guillaume rendu par Esther Yemomé. L'entreprise d'IRC Pionnière, spécialisée dans l'expérience client, est désormais partenaire de l'Institut international de l'expérience client, une institution présente dans plus de 20 pays à travers le monde. La cérémonie officielle de présentation de ce partenariat s'est tenue le week-end dernier en présence de plusieurs invités de marque venus s'imprégner de la mission et de la vision de DRC Pionnière. Prenant la parole, Dr Mwinchi Kabeya, CEO de DRC Pionnière, a expliqué l'importance stratégique du développement de l'expérience client en République démocratique du Congo. L'expérience client est très importante pour la RDC pour plusieurs raisons. Quand on a une bonne expérience client, ce n'est pas seulement un bon caractère moral, mais c'est aussi le fait que ça rentabilise la société. Donc c'est un mécanisme qui va augmenter le revenu de la société. Une nation où l'expérience client est bonne, les citoyens sont contents, les compagnies prospèrent, il y a beaucoup plus d'emplois et le comportement change, va vers un meilleur comportement. Donc, pour sa part, Frédéric de Friez, représentant de l'ICSEXI, a insisté sur la nécessité d'aligner l'expérience client congolaise sur les standards internationaux. Une bonne expérience client, ça va aussi vous aider à avoir beaucoup plus de clients qui vont rester chez vous. Donc la fidélité va augmenter. Ça va être beaucoup plus facile de travailler plus efficacement. Et deuxièmement, aussi il y a un coût moins élevé. Donc ça va aussi aider votre business à avoir plus de croissance. De son côté, M. Ndongo, expert camerounais en expérience client, a évoqué la structuration et l'évolution de ces secteurs au Cameroun, partageant ainsi son expertise avec le participant. À travers ce partenariat, DRC Pionnière s'engage à contribuer activement à l'amélioration et à la professionnalisation de l'expérience client RDC. Général de la conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Donatien Chollet, a rejeté le lundi 23 février 2026 les affirmations selon lesquelles Monseigneur Fulgence Mouteba aurait pour la première fois condamné l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que l'implication de l'armée rwandaise aux côtés de l'AFC M23. Vous suivrez les détails dans nos prochaines éditions. À la direction générale des recettes de Kinshasa a repris sa mission de scellage pour les contribuables qui ne se conforment pas à la culture fiscale. La régie financière de Kinshasa promet d'être présente en permanence sur le terrain afin de remplir son rôle en matière d'assiette fiscale et de fournir à la ville des moyens financiers suffisants pour son développement. Les détails avec Bosco Kabamba et Jérôme Luzolo. Sur instruction du chargé des missions à la Direction générale des recettes de Kinshasa, Gérard Kajakamboa, les huissiers fiscaux de l'administration fiscale de la capitale et ceux du parquet ont repris depuis lundi 23 février 2026 la mission de scellage des propriétés appartenant aux contribuables non en règle avec la DGRK. Première descente, Ngazali Tower, situé sur l'avenue Fleuve numéro 5 dans la commune de la Gombe. Scellé pour non-paiement d'actes générateurs des recettes non fiscales, taxes redevances et droits dus à la ville de Kinshasa.
Juste après, les missionnaires s'étaient rendus sur l'avenue Ouvira, toujours dans la commune de la Gombe, où l'appartement de Madame Samba Kalambay a été aussi scellé. Ensuite, la délégation s'était dirigée vers la commune de Kassavubu, plus précisément sur croisement Éthiopie, Izia, où la salle des fêtes Paradisio chez Baya a été également scellée pour les mêmes raisons. À quelques mètres de là, au croisement des avenues Éthiopie et Kandakanda, Sydney Palace, qui n'est pas acquitté de son devoir civique, a également été scellé. Le chargé des missions de la DGRK, Gérard Kajakamboa, qui tient à la mobilisation des recettes pour donner au gouvernement provincial les moyens de sa politique, exhorte tous les assujettis à une adhésion massive à la culture fiscale, car payer l'impôt est un devoir civique. Par ailleurs, l'opération de scellage s'est poursuivie sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Les contribuables non en règle sont donc priés de régulariser leur situation fiscale auprès de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Près d'un mois après le lancement de l'opération provinciale de contrôle des documents des bords pour tous les usagers d'engins dans les artères de la capitale, la circulation semble progressivement revenir à la normale malgré la présence visible des agents contrôleurs. Si certains chauffeurs dénoncent des tracasseries dont ils sont victimes depuis les débuts de l'opération, d'autres en revanche affirment n'y rencontrer aucune difficulté particulière. Suivez le reportage de Johnny Yombo et Prince Ngoy. Nous tendons vers un mois depuis le lancement de l'opération de contrôle des documents de bord et de l'état technique de véhicules par le gouvernement provincial de Kinshasa. De le lancement, l'opération avait semblé donner une autre image du point de vue fluidité et circulation sur les artères de la capitale. Celles, le véhicule en ordre avait le droit de circuler librement tout en respectant les codes de la route. Avant l'indépendance égale après l'indépendance, le contrôle est devenu plus allégé et non sévère comme auparavant. Le retour à la vie initiale est désormais la monnaie courante 28 jours après. Les contrôles en ordre. Les contrôles continuent. Moi-même, je suis en ordre, mais la situation des embouteillages dans cette ville est un domaine inexplicable. Les autorités doivent nous aider. Nous travaillons, mais nous ne sommes pas à l'aise. Vous avez tous les documents, mais vous craignez qu'on vous trouve les pneus. Les autorités ont vu que l'on a acheté tous les documents. Cependant, ce qui concerne la fluidité du trafic, certains chauffeurs restent sceptiques. Selon eux, les contrôles n'ont pas véritablement résolu le problème des embouteillages. Au contraire, affirme-t-il, les barrières installées pour les vérifications auraient parfois contribué à ralentir davantage la circulation. Pour ma part, le contrôle n'a pas éradiqué les problèmes d'embouteillage. Au début, ça semblait résoudre, mais maintenant, c'est comme si l'on est revenu à la case de départ. On place des barrières. Moi, par exemple, tous les documents, je les ai. Ils font des manœuvres jusqu'à te faire quitter d'une bande à l'autre dans le souci de te donner des infractions. Bon, normalement, les contrôles des documents continuent, sauf que la situation n'a pas changé. Si vous tournez votre caméra du côté Sonas, ils sont là avec les masses de 3 mètres. Trop de tracasseries. Les routes impraticables, voilà la place où nous chargeons les véhicules. Pas de parking, par conséquent, nous payons des taxes. Malgré ces critiques, le ministère provincial des Transports dresse un bilan satisfaisant de cette opération. Les autorités promettent de maintenir la pression jusqu'à ce que le civisme routier soit rétabli, tout en assurant que des mécanismes de surveillance sont en place pour sanctionner les agents qui se rendraient coupables de la tracasserie routière. Avant de clore ce journal, prenons ce communiqué. Le secrétaire général de l'environnement, développement durable et nouvelle économie du climat et la direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD rappellent aux opérateurs économiques exploitant des installations classées de la catégorie 1A assujetties aux taxes rémunératoire annuelles et des pollutions que la déclaration des éléments
d'assiette taxable intervient au plus tard les 31 mars de l'exercice en cours. Ainsi, les opérateurs concernés sont invités à déposer leur déclaration auprès de la direction des établissements humains et protection de l'environnement 6 avenue Papa Iléo, ex des cliniques numéro 15 dans la commune de la Gombe, conformément aux articles 9 et 35 de l'ordonnance loi numéro 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l'assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement de recettes non fiscales telles que modifiées et complétées à ce jour, ainsi que le 07 de l'arrêté interministériel numéro CAB/mine/EDD/004/2020 et numéro CAB/mine/2020/071 du 24 juillet 2020 au plus tard le 31 mars 2026 pour constatation et liquidation. À cet effet, les opérateurs économiques sont priés de passer auprès du centre d'ordonnancement de la DGRAD situé à la même adresse pour retirer le titre des perceptions irrélatifs. Le paiement des 10 taxes pour l'exercice en cours doit intervenir au plus tard le 15 juin pour la taxe rémunératoire annuelle et le 15 juillet pour la taxe de pollution. Signé Étienne Ouchoudi Lutula, directeur général de la DGRAD, et Benjamin Touarambe Bamoninga, secrétaire général à l'EDD Bar-NEC. En référence à la lettre publiée le 8 février dernier par son ministère des Affaires étrangères, l'Éthiopie accuse directement l'Érythrée de violer son territoire dans le nord du pays. Asmara dénonce de son côté une déclaration déplorable destinée à attiser les feux entre les deux pays. Cependant, mardi 24 février, les tensions auraient fait surface alors que l'armée éthiopienne célébrait ses 65 ans d'anniversaire sous un climat diplomatique tendu. Les détails dans ce commentaire d'Edouard Chama. Alors que l'armée éthiopienne célébrait ses 65 ans d'anniversaire au stade international d'Awassa, devant le Premier ministre Abiy Ahmed et de plusieurs autres officiels éthiopiens réunis lundi pour la circonstance, deux villes littorales à cheval de la mer Rouge où sont installés l'arsenal militaire éthiopienne et l'érythréenne ont été menacés. Plus qu'une simple commémoration pour l'armée éthiopienne de montrer ses muscles sur fond des vives tensions diplomatiques avec l'Érythrée. Pendant qu'Addis Abeba accuse Asmara de soutenir des groupes rebelles combattant l'armée fédérale, notamment dans la région d'Amara, parlant d'actes d'agression, les autorités érythréennes contestent par contre ces accusations qu'elles qualifient de provocations. Le climat nourrit des appréhensions dans la région du Tigré qui tente d'effacer les traumatismes de la guerre de 2022. 3 ans après l'accord de cessez-le-feu dans la région, signé à Pretoria en Afrique du Sud, une escalade entre les deux pays n'a jamais été aussi proche. La volonté d'Addis Abeba d'accéder à la mer Rouge irrite Asmara. Que cela vous plaise ou non, nous ne serons pas empêchés d'accéder à la mer, a averti le Premier ministre éthiopien lors de cette cérémonie. Entre escalade diplomatique et démonstration des forces face à ces deux sujets du droit international qui entretiennent depuis plusieurs années des relations diplomatiques axées sur la sécurité collective à l'ère de la perestroïka, l'implication des puissances régionales et internationales s'invite dans l'optique de garantir non seulement la cohabitation entre peuples, mais aussi et surtout de respecter les droits internationaux selon que stipule les chapitres 7 de la Charte des Nations Unies dont font partie l'Éthiopie et l'Érythrée. C'est la fin de cette édition du journal. Merci à Jude Junior Kalombo qui l'a supervisé. Gédon Tutumbi et Chrétien Gaïemé, Jérôme Lezolo étaient là pour la supervision et la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis et de rester fidèles à votre première chaîne au cœur des investigations en République démocratique du Congo. Au revoir.